Comme on avait décidé qu'on partirait à 8 heures le lendemain, tout le monde se trouva dans la cuisine. Mais la voiture, dont la bâche avait un toit de neige, se dressait solitaire au milieu de la cour, sans chevaux et sans conducteur. On chercha en vain celui-ci dans les écuries, dans les fourrages, dans les remises. Alors tous les hommes se résolurent à battre le pays, et ils sortirent. Ils se trouvèrent sur la place, avec l'église au fond, et des deux côtés, des maisons basses où l'on apercevait des soldats prussiens. Le premier qu'ils virent épluchait des pommes de terre. Le second, plus loin, lavait la boutique du coiffeur. Un autre, barbu jusqu'aux yeux, embrassait un mioche qui pleurait et le berçait sur ses genoux pour tâcher de l'apaiser. Et les grosses paysannes, dont les hommes étaient à l'armée de la guerre, indiquaient par signe à leurs vainqueurs obéissants le travail qu'il fallait entreprendre. Fendre du bois, tremper la soupe, moudre le café. Un d'eux-mêmes lavait le linge de son hôtesse, une aïeule tout impotente. Le comte, étonné, interrogea le bedeau qui sortait du presbytère. Le vieux rat d'église lui répondit « Oh, ceux-là ne sont pas méchants, c'est pas des Prussiens ce qu'on dit. Ils sont de plus loin, je sais pas bien d'où, et ils ont tous laissé une femme et des enfants au pays. Ça les amuse pas la guerre, allez. Je suis sûr qu'on pleure bien aussi là-bas après les hommes. Et ça fournira une fameuse misère chez eux comme chez nous. Ici encore, on n'est pas trop malheureux pour le moment, parce qu'ils ne font pas de mal, et qu'ils travaillent comme s'ils étaient dans leur maison. Voyez-vous, monsieur, entre pauvres gens, faut bien qu'on cède. C'est les grands qui font la guerre. » Cornudet, indigné de l'entente cordiale établie entre les vainqueurs et les vaincus, se retira, préférant s'enfermer dans l'auberge. L'oiseau eut un mot pour rire. Il repeuple. Monsieur Carré-Lamadon eut un mot grave. Il répare. Mais on ne trouvait pas le cocher. À la fin, on le découvrit dans le café du village, attablé fraternellement avec l'ordonnance de l'officier. Le comte l'interpella. « Ne vous avait-on pas donné l'ordre d'atteler pour 8 heures ?»« Ah, bah oui, mais on m'en a donné un autre depuis. »« Lequel ?»« De ne pas atteler du tout. »« Qui vous a donné cet ordre ?»« Bah, ma foi, le commandant prussien. »« Pourquoi ?»« J'en sais rien. Allez lui demander. On me défend d'atteler, moi j'attelle pas, voilà. »« Et c'est lui-même qui vous a dit cela ?»« Non, monsieur, c'est l'aubergiste qui m'a donné l'ordre de sa part. »« Quand ça ?»« Bah, hier soir, comme j'allais me coucher. » Les trois hommes rentrèrent, fort inquiets. On demanda M. Follenvie, mais la servante répondit que monsieur, à cause de son asthme, ne se levait jamais avant 10 heures. Il avait même formellement défendu de le réveiller plus tôt, excepté en cas d'incendie. On voulut voir l'officier, mais cela était impossible absolument, bien qu'il logeât dans l'auberge. M. Follenvie seul était autorisé à lui parler pour les affaires civiles. Alors on attendit. Les femmes remontèrent dans leur chambre et des futilités les occupèrent. Cornudet s'installa sous la haute cheminée de la cuisine où flambait un grand feu. Il se fit apporter là une des petites tables du café, une canette, et il tira sa pipe qui jouissait parmi les démocrates d'une considération presque égale à la sienne, comme si elle avait servi la patrie en servant à Cornudet. C'était une superbe pipe en écume, admirablement culottée, aussi noire que les dents de son maître, mais parfumée, recourbée, luisante, familière à sa main et complétant sa physionomie. Et il demeura immobile, les yeux fixés tantôt sur la flamme du foyer, tantôt sur la mousse qui couronnait sa chope, et chaque fois qu'il avait bu, il passait d'un air satisfait, ses longs doigts maigres dans ses longs cheveux gras, pendant qu'il humait sa moustache frangée d'écume. L'oiseau, sous prétexte de se dégourdir les jambes, alla placer du vin aux débitants du pays. Le comte et le manufacturier se mirent à causer politique. Ils prévoyaient l'avenir de la France. L'un croyait au d'Orléans, l'autre à un sauveur inconnu, un héros qui se révélerait quand tout serait désespéré. Un du Guesclin, une Jeanne d'Arc peut-être, ou un autre Napoléon. Ah, si le prince impérial n'était pas si jeune. Cornudet, en les écoutant, souriait en homme qui sait le mot des destinées. Sa pipe embaumait la cuisine. Comme 10 heures sonnaient, M. Follenvie parut. On l'interrogea bien vite, mais il ne put que répéter 2 ou 3 fois, sans une variante, ces paroles. « L'officier m'a dit comme ça, Monsieur Follenvie, vous défendrez qu'on attelle demain la voiture de ces voyageurs. Je ne veux pas qu'ils partent sans mon ordre. Vous entendez? Ça suffit. »
Alors on voulut voir l'officier. Le comte lui envoya sa carte, où M. Carré-Lamadon ajouta son nom et tous ses titres. Le Prussien fit répondre qu'il admettrait ces deux hommes à lui parler quand il aurait déjeuné, c'est-à-dire vers 1 heure. Les dames reparurent et l'on mangea quelque peu, malgré l'inquiétude. Boule de Suif semblait malade et prodigieusement troublé. On achevait le café quand l'ordonnance vint chercher ces messieurs. Loiseau se joignit aux deux premiers, mais comme on essayait d'entraîner Cornudet pour donner plus de solennité à leur démarche, il déclara fièrement qu'il entendait n'avoir jamais aucun rapport avec les Allemands. Et il se remit dans sa cheminée, demandant une autre canette. Les trois hommes montèrent et furent introduits dans la plus belle chambre de l'auberge, où l'officier les reçut, étendu dans un fauteuil, les pieds sur la cheminée, fumant une longue pipe de porcelaine et enveloppé par une robe de chambre flamboyante, dérobée sans doute dans la demeure abandonnée de quelques bourgeois de mauvais goût. Il ne se leva pas, ne les salua pas, ne les regarda pas. Il présentait un magnifique échantillon de la goujaterie naturelle aux militaires victorieux. Au bout de quelques instants, il dit enfin « Qu'est-ce que vous foulez ?» Le comte prit la parole. « Nous désirons partir, monsieur. »« Non. »« Oserais-je vous demander la cause de ce refus ?»« Parce que je ne veux pas. »« Je vous ferai respectueusement observer, monsieur, que votre général en chef nous a délivré une permission de départ pour gagner Dieppe. Et je ne pense pas que nous ayons rien fait pour mériter vos rigueurs. Je ne veux pas, voilà. Vous pouvez descendre. » S'étant inclinés tous les trois, ils se retirèrent. L'après-midi fut lamentable. On ne comprenait rien à ce caprice d'Allemand, et les idées les plus singulières troublaient les têtes. Tout le monde se tenait dans la cuisine et l'on discutait sans fin, imaginant des choses invraisemblables. On voulait peut-être les garder comme otages, mais dans quel but? Ou les emmener prisonniers? Ou plutôt leur demander une rançon considérable? À cette pensée, une panique les affola. Les plus riches étaient les plus épouvantés, se voyant déjà contraints, pour racheter leur vie, de verser des sacs pleins d'or entre les mains de ce soldat insolent. Ils se creusaient la cervelle pour découvrir des mensonges acceptables, dissimuler leur richesse, se faire passer pour pauvres, très pauvres. Loiseau enleva sa chaîne de montre et la cacha dans sa poche. La nuit qui tombait augmenta les appréhensions. La lampe fut allumée et comme on avait encore 2 heures avant le dîner, Madame Loiseau proposa une partie de 31. Ce serait une distraction. On accepta. Cornudet lui-même, ayant éteint sa pipe par politesse, y prit part. Le comte battit les cartes, donna. Boule de Suif avait 31 d'emblée. Et bientôt l'intérêt de la partie apaisa la crainte qui hantait les esprits. Mais Cornudet s'aperçut que le ménage Loiseau s'entendait pour tricher. Comme on allait se mettre à table, M. Follenvie reparut et de sa voix graillonnante, il prononça « L'officier prussien fait demander à Mlle Élisabeth Rousset si elle n'a pas encore changé d'avis. » Boule de Suif resta debout, toute pâle, puis, devenant subitement cramoisie, elle eut un tel étouffement de colère qu'elle ne pouvait plus parler. Enfin, elle éclata. « Vous lui direz à cette crapule, à ce saligaud, à cette charogne de Prussien, que jamais je ne voudrais. Vous entendez bien? Jamais, jamais, jamais. » Le gros aubergiste sortit. Alors Boule de Suif fut entourée, interrogée, sollicitée par tout le monde de dévoiler le mystère de sa visite. Elle résista d'abord, mais l'exaspération l'emporta bientôt. Ce qu'il veut, il veut coucher avec moi, criait-elle. Personne ne se choqua du mot, tant l'indignation fut vive. Cornudet brisa sa chope en la reposant violemment sur la table. C'était une clameur de réprobation contre ce soudard ignoble, un souffle de colère, une union de tous pour la résistance. Comme si l'on eût demandé à chacun une partie du sacrifice exigé d'elle. Le comte déclara avec dégoût que ces gens-là
se conduisait à la façon des anciens barbares. Les femmes surtout témoignèrent à Boule de Suif une commisération énergique et caressante. Les bonnes sœurs, qui ne se montraient qu'au repas, avaient baissé la tête et ne disaient rien. On dîna néanmoins lorsque la première fureur fut apaisée, mais on parla peu, on songeait. Les dames se retirèrent de bonne heure, et les hommes, tout en fumant, organisèrent un écarté auquel fut convié M. Follenvie, qu'on avait l'intention d'interroger habilement sur les moyens à employer pour vaincre la résistance de l'officier. Mais il ne songeait qu'à ses cartes, sans rien écouter, sans rien répondre, et il répétait sans cesse « Au jeu, messieurs, au jeu !» Son attention était si tendue qu'il en oubliait de cracher, ce qui lui mettait parfois des points d'orgue dans la poitrine. Ses poumons sifflants donnaient toute la gamme de l'asthme, depuis les notes graves et profondes jusqu'aux enrouements aigus des jeunes coqs essayant de chanter. Il refusa même de monter quand sa femme, qui tombait de sommeil, vint le chercher. Alors elle partit toute seule, car elle était du matin, toujours levée avec le soleil, tandis que son homme était du soir, toujours prêt à passer la nuit avec ses amis. Il lui cria « Tu placeras mon lait de poule devant le feu !» et se remit à sa partie. Quand on vit bien qu'on n'en pourrait rien tirer, on déclara qu'il était temps de s'en aller, et chacun gagna son lit. On se leva encore d'assez bonne heure le lendemain avec un espoir indéterminé, un désir plus grand de s'en aller, une terreur du jour à passer dans cette horrible petite auberge. Hélas, les chevaux restaient à l'écurie, le cocher demeurait invisible. On alla, par désœuvrement, tourner autour de la voiture. Le déjeuner fut bien triste, et il s'était produit comme un refroidissement vis-à-vis de Boule de Suif, car la nuit qui porte conseil avait un peu modifié les jugements. On en voulait presque à cette fille, maintenant, de n'avoir pas été trouver secrètement le Prussien, afin de ménager, au réveil, une bonne surprise à ses compagnons. Quoi de plus simple? Qui l'eût su d'ailleurs? Elle aurait pu sauver les apparences en faisant dire à l'officier qu'elle prenait en pitié leur détresse. Pour elle, ça avait si peu d'importance. Mais personne n'avouait encore ses pensées. Dans l'après-midi, comme on s'ennuyait à périr, le comte proposa de faire une promenade aux alentours du village. Chacun s'enveloppa avec soin et la petite société partit, à l'exception de Cornudet qui préférait rester près du feu, et des bonnes sœurs qui passaient leur journée dans l'église ou chez le curé. Le froid, plus intense de jour en jour, piquait cruellement le nez et les oreilles. Les pieds devenaient si douloureux que chaque pas était une souffrance, et lorsque la campagne se découvrit, elle leur apparut si effroyablement lugubre sous cette blancheur illimitée que tout le monde aussitôt retourna, l'âme glacée et le cœur serré. Les 4 femmes marchaient devant, les 3 hommes suivaient un peu derrière. L'oiseau, qui comprenait la situation, demanda tout à coup si cette garce-là allait les faire rester longtemps encore dans un pareil endroit. Le comte, toujours courtois, dit qu'on ne pouvait exiger d'une femme un sacrifice aussi pénible, et qu'il devait venir d'elle-même. M. Carré-Lamadon remarqua que si les Français faisaient, comme il en était question, un retour offensif par Dieppe, la rencontre ne pouvait avoir lieu qu'à Toth. Cette réflexion rendit les 2 autres soucieux. « Si l'on se sauvait à pied, dit l'oiseau. » Le comte haussa les épaules. « Y songez-vous, dans cette neige, avec nos femmes, et puis nous serions tout de suite poursuivis, rattrapés en 10 minutes et ramenés prisonniers à la merci des soldats. » C'était vrai, on se tut. Les dames parlaient toilette, mais une certaine contrainte semblait les désunir. Tout à coup, au bout de la rue, l'officier parut. Sur la neige qui fermait l'horizon, il profilait sa grande taille de guêpe en uniforme et marchait, les genoux écartés, de ce mouvement particulier aux militaires qui s'efforcent de ne point maculer leurs bottes soigneusement cirées. Il s'inclina en passant près des dames et regarda dédaigneusement les hommes qui eurent, du reste, la dignité de ne se point découvrir,
bien que l'oiseau ébauchât un geste pour retirer sa coiffure. Boule de Suif était devenue rouge jusqu'aux oreilles. Et les 3 femmes mariées ressentaient une grande humiliation d'être ainsi rencontrées par ce soldat dans la compagnie de cette fille qu'il avait si cavalièrement traitée. Alors on parla de lui, de sa tournure, de son visage. Madame Carré-Lamadon, qui avait connu beaucoup d'officiers et qui les jugeait en connaisseurs, trouvait celui-là pas mal du tout. Elle regrettait même qu'il ne fût pas français, parce qu'il ferait un fort joli hussard dont toutes les femmes assurément raffoleraient. Une fois rentré, on ne sut plus que faire. Des paroles aigres furent même échangées à propos de choses insignifiantes. Le dîner silencieux dura peu et chacun monta se coucher, espérant dormir pour tuer le temps. On descendit le lendemain avec des visages fatigués et des cœurs exaspérés. Les femmes parlaient à peine à Boule de Suif. Une cloche tinta, c'était pour un baptême. La grosse fille avait un enfant élevé chez des paysans d'Yvetot. Elle ne le voyait pas une fois l'an et n'y songeait jamais, mais la pensée de celui qu'on allait baptiser lui jeta au cœur une tendresse subite et violente pour le sien, et elle voulut absolument assister à la cérémonie. Aussitôt qu'elle fut partie, tout le monde se regarda, puis on rapprocha les chaises, car on sentait bien qu'à la fin, il fallait décider quelque chose. L'oiseau eut une inspiration. Il était d'avis de proposer à l'officier de garder Boule de Suif toute seule et de laisser partir les autres. M. Follenvie se chargea encore de la commission, mais il redescendit presque aussitôt. L'Allemand, qui connaissait la nature humaine, l'avait mis à la porte. Il prétendait retenir tout le monde tant que son désir ne serait pas satisfait. Alors le tempérament populacier de Madame Loiseau éclata. « Nous n'allons pas pourtant mourir de vieillesse ici, puisque c'est son métier à cette gueuse de faire ça avec tous les hommes. Je trouve qu'elle n'a pas le droit de refuser l'un plutôt que l'autre. Mais je vous demande un peu, ça a pris tout ce qu'elle a trouvé dans Rouen, même des cochers. Oui, madame, le cocher de la préfecture. Je le sais bien, moi. Il achète son vin à la maison. Et aujourd'hui qu'il s'agit de nous tirer d'embarras, elle fait la mijaurée, cette morveuse. Moi, je trouve qu'il se conduit très bien, cet officier. Il est peut-être privé depuis longtemps. Et nous étions là, 3 qu'il aurait sans doute préféré. Mais non, il se contente de celle à tout le monde. Il respecte les femmes mariées. Songez donc, il est le maître. Il n'avait qu'à dire « je veux » et il pouvait nous prendre de force avec ses soldats. Les 2 femmes eurent un petit frisson. Les yeux de la jolie Madame Carré-Lamadon brillaient, et elle était un peu pâle, comme si elle se sentait déjà prise de force par l'officier. Les hommes qui discutaient à l'écart se rapprochèrent. L'oiseau, furibond, voulut livrer cette misérable pieds et poings liés à l'ennemi. Mais le comte, issu de 3 générations d'ambassadeurs et doué d'un physique de diplomate, était partisan de l'habileté. « Il faudrait la décider, dit-il. » Alors on conspira. Les femmes se serrèrent, le ton de la voix fut baissé et la discussion devint générale, chacun donnant son avis. C'était fort convenable du reste. Ces dames, surtout, trouvaient des délicatesses de tournure, des subtilités d'expression charmantes, pour dire les choses les plus scabreuses. Un étranger n'aurait rien compris, tant les précautions du langage étaient observées. Mais la légère tranche de pudeur dont est bardée toute femme du monde, ne recouvrant que la surface, elle s'épanouissait dans cette aventure polissonne, s'amusait follement, au fond, se sentant dans leur élément, tripotant de l'amour avec la sensualité d'un cuisinier gourmand qui prépare le souper d'un autre. La gaieté revenait d'elle-même, tant l'histoire leur semblait drôle à la fin. Le comte trouva des plaisanteries un peu risquées, mais si bien dites qu'elles faisaient sourire. À son tour, l'oiseau lâcha quelques grivoiseries plus raides dont on ne se blessa point, et la pensée brutalement exprimée par sa femme dominait tous les esprits. Puisque c'est son métier à cette fille, pourquoi refuserait-elle celui-là plus qu'un autre?
La gentille Madame Carré-Lamadon semblait même penser qu'à sa place, elle refuserait celui-là moins qu'un autre. On prépara longuement le blocus comme pour une forteresse investie. Chacun convint du rôle qu'il jouerait, des arguments dont il s'appuierait, des manœuvres qu'il devrait exécuter. On régla le plan d'attaque, les ruses à employer et les surprises de l'assaut pour forcer cette citadelle vivante à recevoir l'ennemi dans la place. Cornudet, cependant, restait à l'écart, complètement étranger à cette affaire. Une attention si profonde tendait les esprits qu'on n'entendit point rentrer Boule de Suif, mais le comte souffla un léger « chut » qui fit relever tous les yeux. Elle était là. On se tut brusquement et un certain embarras empêcha d'abord de lui parler. La comtesse, plus assouplie que les autres aux duplicités des salons, l'interrogea. Était-ce amusant, ce baptême ? La grosse fille, encore émue, raconta tout, et les figures, et les attitudes, et l'aspect même de l'église. Elle ajouta « C'est si bon de prier quelquefois ». Cependant, jusqu'au déjeuner, ces dames se contentèrent d'être aimables avec elle pour augmenter sa confiance et sa docilité à leurs conseils. Aussitôt à table, on commença les approches. Ce fut d'abord une conversation vague sur le dévouement. On cita des exemples anciens, Judith et Holoferne, puis sans aucune raison, Lucrèce avec Sextus, Cléopâtre faisant passer par sa couche tous les généraux ennemis et les irréduisant à des servilités d'esclaves. Alors se déroula une histoire fantaisiste, éclose dans l'imagination de ces millionnaires ignorants, où les citoyennes de Rome allaient endormir à Capoue Hannibal entre leurs bras et avec lui ses lieutenants et les phalanges des mercenaires. On cita toutes les femmes qui ont arrêté des conquérants, fait de leur corps un champ de bataille, un moyen de dominer, une arme, qui ont vaincu par leurs caresses héroïques des êtres hideux ou détestés et sacrifié leur chasteté à la vengeance et au dévouement. On parla même, en termes voilés, de cette Anglaise de grande famille qui s'était laissée inoculer une horrible et contagieuse maladie pour la transmettre à Bonaparte, sauvée miraculeusement par une faiblesse subite à l'heure du rendez-vous fatal. Et tout cela était raconté d'une façon convenable et modérée, où éclatait parfois un enthousiasme voulu propre à exciter l'émulation. On aurait pu croire à la fin que le seul rôle de la femme ici-bas était un perpétuel sacrifice de sa personne, un abandon continu aux caprices des soldatesques. Les deux bonnes sœurs ne semblaient point entendre, perdues en des pensées profondes. Boule de Suif ne disait rien. Pendant tout l'après-midi, on la laissa réfléchir. Mais au lieu de l'appeler madame, comme on avait fait jusque-là, on lui disait simplement mademoiselle, sans que personne sût bien pourquoi, comme si l'on avait voulu la faire descendre d'un degré dans l'estime qu'elle avait escaladée, lui faire sentir sa situation honteuse. Au moment où l'on servit le potage, M. Follenvie reparut, répétant sa phrase de la veille. L'officier prussien fait demander à Mlle Élisabeth Rousset si elle n'a point encore changé d'avis. Boule de Suif répondit sèchement « Non, monsieur ». Mais au dîner, la coalition faiblit. Loiseau eut 3 phrases malheureuses. Chacun se battait les flancs pour découvrir des exemples nouveaux et ne trouvait rien, quand la comtesse, sans préméditation peut-être, éprouvant un vague besoin de rendre hommage à la religion, interrogea la plus âgée des bonnes sœurs sur les grands faits de la vie des saints. Or, beaucoup avaient commis des actes qui seraient des crimes à nos yeux. Mais l'Église absout sans peine ces forfaits quand ils sont accomplis pour la gloire de Dieu ou pour le bien du prochain. C'était un argument puissant, la comtesse en profita. Alors, soit par une de ces ententes tacites, de ces complaisances voilées où excelle quiconque porte un habit ecclésiastique, soit simplement par l'effet d'une inintelligence heureuse, d'une secourable bêtise, la vieille religieuse apporta à la conspiration un formidable appui.
On la croyait timide, elle se montra hardie, verbeuse, violente. Celle-là n'était pas troublée par les tâtonnements de la casuistique. Sa doctrine semblait une barre de fer, sa foi n'hésitait jamais, sa conscience n'avait point de scrupules. Elle trouvait tout simple le sacrifice d'Abraham, car elle aurait immédiatement tué père et mère sur un ordre venu d'en haut, et rien, à son avis, ne pouvait déplaire au Seigneur quand l'intention était louable. La comtesse, mettant à profit l'autorité sacrée de sa complice inattendue, lui fit faire comme une paraphrase édifiante de cet axiome de morale « la fin justifie les moyens ». Elle l'interrogeait. « Alors, ma sœur, vous pensez que Dieu accepte toutes les voies et pardonne le fait quand le motif est pur ? Qui pourrait en douter, madame ? Une action blâmable en soi devient souvent méritoire par la pensée qui l'inspire. » Et elle continuait ainsi, démêlant les volontés de Dieu, prévoyant ses décisions, le faisant s'intéresser à des choses qui, vraiment, ne le regardaient guère. Tout cela était enveloppé, habile, discret, mais chaque parole de la sainte fille en cornette faisait brèche dans la résistance indignée de la courtisane. Puis, la conversation se détournant un peu, la femme au chapelet pendant parlait des maisons de son ordre, de sa supérieure, d'elle-même et de sa mignonne voisine, la chère sœur Nicéphore. On les avait demandées au Havre pour soigner dans les hôpitaux des centaines de soldats atteints de la petite vérole. Elle les dépeignit, ces misérables, détailla leur maladie, et tandis qu'elles étaient arrêtées en route par les caprices de ce Prussien, un grand nombre de Français pouvaient mourir, qu'elles auraient peut-être sauvés. C'était sa spécialité à elle, de soigner les militaires. Elle avait été en Crimée, en Italie, en Autriche, et, racontant ses campagnes, elle se révéla tout à coup une de ces religieuses à tambours et trompettes qui semblent faites pour suivre les camps, ramasser des blessés dans les remous des batailles et, mieux qu'un chef, dompter d'un mot les grands soudards indisciplinés. Une vraie bonne sœur rentemplant, dont la figure ravagée, crevée de trous sans nombre, paraissait une image des dévastations de la guerre. Personne ne dit rien après elle, tant les faits semblaient excellents. Aussitôt le repas terminé, on remonta bien vite dans les chambres pour ne descendre le lendemain qu'assez tard dans la matinée. Le déjeuner fut tranquille. On donnait à la graine semée la veille le temps de germer et de pousser ses fruits. La comtesse proposa de faire une promenade dans l'après-midi. Alors le comte, comme il était convenu, prit le bras de Boule de Suif et demeura derrière les autres avec elle. Il lui parla de ce ton familier, paternel, un peu dédaigneux que les hommes posés emploient avec les filles, l'appelant « ma chère enfant », la traitant du haut de sa position sociale, de son honorabilité indiscutée. Il pénétra tout de suite au vif de la question. « Donc, vous préférez nous laisser ici ? Exposés comme vous-même à toutes les violences qui suivraient un échec des troupes prussiennes, plutôt que de consentir à une de ces complaisances que vous avez eues si souvent en votre vie ?» Boule de Suif ne répondit rien. Il la prit par la douceur, par le raisonnement, par les sentiments. Il sut rester « Monsieur le comte », tout en se montrant galant quand il le fallut, complimenteur, aimable enfin. Il exalta le service qu'elle leur rendrait, parla de leur reconnaissance. Puis soudain, la tutoyant gaiement, « Et tu sais, ma chère, il pourrait se vanter d'avoir goûté d'une jolie fille comme il n'en trouvera pas beaucoup dans son pays. » Boule de Suif ne répondit pas et rejoignit la société. Aussitôt rentrée, elle monta chez elle et ne reparut plus. L'inquiétude était extrême. Qu'allait-elle faire ? Si elle résistait, quel embarras ! L'heure du dîner sonna, on l'attendit en vain. Monsieur Follenvie, entrant alors, annonça que mademoiselle Rousset se sentait indisposée et qu'on pouvait se mettre à table. Tout le monde dressa l'oreille. Le comte s'approcha de l'aubergiste et tout bas, « Ça y est ? » ?»« Oui. » Par convenance, il ne dit rien à ses compagnons, mais il leur fit seulement un léger signe de la tête.
Aussitôt, un grand soupir de soulagement sortit de toutes les poitrines. Une allégresse parut sur les visages. L'oiseau cria « Saperlipopette, je paye du champagne si l'on en trouve dans l'établissement ». Et Madame Loiseau eut une angoisse lorsque le patron revint avec 4 bouteilles aux mains. Chacun était devenu subitement communicatif et bruyant. Une joie égrillarde emplissait les cœurs. Le comte parut s'apercevoir que Madame Carré-Lamadon était charmante. Le manufacturier fit des compliments à la comtesse. La conversation fut vive, enjouée, pleine de traits. Tout à coup, l'oiseau, la face anxieuse et levant les bras, hurla « Silence !» Tout le monde se tut, surpris, presque effrayé déjà. Alors il tendit l'oreille en faisant chute des 2 mains, leva les yeux vers le plafond, écouta de nouveau et reprit de sa voix naturelle « Rassurez-vous, tout va bien ». On hésitait à comprendre, mais bientôt un sourire passa. Au bout d'un quart d'heure, il recommença la même farce, la renouvela souvent dans la soirée, et il faisait semblant d'interpeller quelqu'un à l'étage au-dessus, en lui donnant des conseils à double sens, puisés dans son esprit de commis voyageur. Par moments, il prenait un air triste pour soupirer « Pauvre fille !» ou bien il murmurait entre ses dents d'un air rageur « Ah, gueux de Prussien, va !» Quelquefois, au moment où l'on n'y songeait plus, il poussait d'une voix vibrante plusieurs « Assez, assez !» et ajoutait, comme se parlant à lui-même « Pourvu que nous la revoyions, qu'il ne l'en fasse pas mourir, le misérable !» Bien que ces plaisanteries fussent d'un goût déplorable, elles amusaient et ne blessaient personne, car l'indignation dépend des milieux comme le reste, et l'atmosphère qui s'était peu à peu créée autour d'eux était chargée de pensées grivoises. Au dessert, les femmes elles-mêmes firent des allusions spirituelles et discrètes. Les regards luisaient, on avait bu beaucoup. Le comte, qui conservait, même en ses écarts, sa grande apparence de gravité, trouva une comparaison fort goûtée sur la fin des hivernages au pôle et la joie des naufragés qui voient s'ouvrir une route vers le sud. L'oiseau, lancé, se leva, un verre de champagne à la main. « Je bois à notre délivrance !» Tout le monde fut debout, on l'acclamait. Les 2 bonnes sœurs elles-mêmes, sollicitées par ces dames, consentirent à tremper leurs lèvres dans ce vin mousseux dont elles n'avaient jamais goûté. Elles déclarèrent que cela ressemblait à la limonade gazeuse, mais que c'était plus fin cependant. L'oiseau résuma la situation. « C'est malheureux de ne pas avoir de piano parce qu'on pourrait pincer un quadrille. » Cornudet n'avait pas dit un mot, pas fait un geste. Il paraissait même plongé dans des pensées très graves et tirait parfois, d'un geste furieux, sa grande barbe qu'il semblait vouloir allonger encore. Enfin, vers minuit, comme on allait se séparer, l'oiseau qui titubait lui tapa soudain sur le ventre et lui dit en bredouillant « Vous n'êtes pas farce, vous, ce soir, vous ne dites rien, citoyen !» Mais Cornudet releva brusquement la tête et, parcourant la société d'un regard luisant et terrible, « Je vous dis à tous que vous venez de faire une infamie. » Il se leva, gagna la porte, répétant encore une fois « Une infamie !» et disparut. Cela jeta un froid, d'abord. L'oiseau, interloqué, restait bête, mais il reprit son aplomb, puis tout à coup se tordit en répétant « Ils sont trop verts, mon vieux, ils sont trop verts !» Comme on ne comprenait pas, il raconta les mystères du corridor. Alors il y eut une reprise de gaieté formidable. Ces dames s'amusaient comme des folles. Le comte et M. Carré-Lamadon pleuraient à force de rire. Ils ne pouvaient croire. « Comment, vous êtes sûr ? Il voulait… » « Je vous dis que je l'ai vu. » « Et elle a refusé ? » « Mais parce que le Prussien était dans la chambre à côté. »« Pas possible. Je vous le jure. » Le comte étouffait. L'industriel se comprimait le ventre à 2 mains. L'oiseau continuait. Et, vous comprenez, ce soir, il ne la trouve pas drôle, mais pas du tout. Et tous les 3 repartaient, malades, essoufflés, toussant. On se sépara là-dessus. Mais Madame Loiseau, qui était de la nature des orties, fit remarquer à son mari, au moment où il se couchait, que cette chipie de petite Carré-Lamadon avait ri jaune toute la soirée. Tu sais, les femmes, quand ça en tient pour l'uniforme, qu'ils soient français ou bien prussiens, ça leur est, ma foi, bien égal. Si ça n'est pas une pitié, Seigneur Dieu. Et toute la nuit,
dans l'obscurité du corridor, coururent comme des frémissements, des bruits légers, à peine sensibles, pareils à des souffles, des effleurements de pieds nus, d'imperceptibles craquements. Et l'on ne dormit que très tard, assurément, car des filets de lumière glissèrent longtemps sous les portes. Le champagne a de ces effets-là. Il trouble, dit-on, le sommeil. Le lendemain, un clair soleil d'hiver rendait la neige éblouissante. La diligence, attelée enfin, attendait devant la porte, tandis qu'une armée de pigeons blancs, rengorgés dans leurs plumes épaisses, avec un œil rose, taché au milieu d'un point noir, se promenaient gravement entre les jambes des 6 chevaux et cherchaient leur vie dans le crottin fumant qu'ils éparpillaient. Le cocher, enveloppé dans sa peau de mouton, grillait une pipe sur le siège et tous les voyageurs radieux faisaient rapidement pacter des provisions pour le reste du voyage. On n'attendait plus que Boule de Suif, elle parut. Elle semblait un peu troublée, honteuse, et elle s'avança timidement vers ses compagnons qui, tous, d'un même mouvement, se détournèrent comme s'ils ne l'avaient pas aperçue. Le comte prit avec dignité le bras de sa femme et l'éloigna de ce contact impur. La grosse fille s'arrêta, stupéfaite. Alors, ramassant tout son courage, elle aborda la femme du manufacturier d'un « Bonjour, madame », humblement murmuré. L'autre fit, de la tête seule, un petit salut impertinent qu'elle accompagna d'un regard de vertu outragée. Tout le monde semblait affairé, et l'on se tenait loin d'elle comme si elle eût apporté une infection dans ses jupes. Puis on se précipita vers la voiture où elle arriva seule, la dernière, et reprit en silence la place qu'elle avait occupée pendant la première partie de la route. On semblait ne pas la voir, ne pas la connaître. Mais madame Loiseau, la considérant de loin avec indignation, dit à mi-voix à son mari « Heureusement que je ne suis pas à côté d'elle ». La lourde voiture s'ébranla et le voyage recommença. On ne parla point d'abord. Boule de Suif n'osait pas lever les yeux. Elle se sentait en même temps indignée contre tous ses voisins et humiliée d'avoir cédé, souillée par les baisers de ce Prussien entre les bras duquel on l'avait hypocritement jeté. Madame la comtesse, se tournant vers madame Carré-Lamadon, rompit bientôt ce pénible silence. « Vous connaissez, je crois, madame d'Étrelles ?»« Oui, c'est une de mes amies. Oh, quelle charmante femme, ravissante, une vraie nature d'élite, fort instruite d'ailleurs, et artiste jusqu'au bout des doigts. Elle chante à ravir et dessine dans la perfection. » Le manufacturier causait avec le comte et au milieu du fracas des vitres, un mot parfois jaillissait « coupon, échéance, prime, à terme ». Loiseau, qui avait chippé le vieux jeu de cartes de l'auberge, engraissé par 5 ans de frottement sur les tables mal essuyées, attaqua un bésigue avec sa femme. Les bonnes sœurs prirent à leur ceinture le long rosaire qui pendait, firent ensemble le signe de la croix, et tout à coup leurs lèvres se mirent à remuer vivement, se hâtant de plus en plus, précipitant leurs vagues murmures comme pour une course d'orémousse. Et de temps en temps, elles baisaient une médaille, se signaient de nouveau, puis recommençaient leur marmottement rapide et continu. Cornudet songeait, immobile. Au bout de 3 heures de route, Loiseau ramassa ses cartes. « Il fait faim !» dit-il. Alors sa femme atteignit un paquet ficelé d'où elle fit sortir un morceau de veau froid. Elle le découpa proprement par tranches minces et fermes, et tous deux se mirent à manger. « Si nous en faisions autant, » dit la comtesse. On y consentit, et elle déballa les provisions préparées pour les 2 ménages. C'était dans un de ces vases allongés dont le couvercle porte un lièvre en faïence pour indiquer qu'un lièvre en pâté gît au-dessous, une charcuterie succulente où de blanches rivières de lard traversaient la chair brune du gibier, mêlée à d'autres viandes hachées fin. Un beau carré de gruyère, apporté dans un journal, gardait imprimé « Faits divers » sur sa pâte onctueuse. Les 2 bonnes sœurs développèrent un rond de saucisson qui sentait l'ail, et Cornudet, plongeant ses 2 mains en même temps dans les vastes poches de son paletot sac,
tira de l'une 4 durs et de l'autre le crouton d'un pain. Il détacha la coque, la jeta sous ses pieds dans la paille et se mit à mordre à même les œufs, faisant tomber sur sa vaste barbe des parcelles de jaune clair qui semblaient là-dedans des étoiles. Boule de Suif, dans la hâte et l'effarement de son lever, n'avait pu songer à rien, et elle regardait, exaspérée, suffocant de rage, tous ces gens qui mangeaient placidement. Une colère tumultueuse la crispa d'abord, et elle ouvrit la bouche pour leur crier leurs faits avec un flot d'injures qui lui montait aux lèvres, mais elle ne pouvait pas parler, tant l'exaspération l'étranglait. Personne ne la regardait, ne songeait à elle. Elle se sentait noyée dans le mépris de ces gredins honnêtes qui l'avaient sacrifiée d'abord, rejetée ensuite, comme une chose malpropre et inutile. Alors elle songea à son grand panier, tout plein de bonnes choses qu'ils avaient goulûment dévorées, à ses 2 poulets luisants de gelée, à ses pâtés, à ses poires, à ses 4 bouteilles de Bordeaux. Et sa fureur tombant soudain, comme une corde trop tendue qui casse, elle se sentit prête à pleurer. Elle fit des efforts terribles, se raidit, avala ses sanglots comme les enfants, mais les pleurs montaient, luisaient au bord de ses paupières, et bientôt 2 grosses larmes, se détachant des yeux, roulèrent lentement sur ses joues. D'autres les suivirent, plus rapides, coulant comme les gouttes d'eau qui filtrent d'une roche, et tombant régulièrement sur la courbe rebondie de sa poitrine. Elle restait droite, le regard fixe, la face rigide et pâle, espérant qu'on ne la verrait pas. Mais la comtesse s'en aperçut et prévint son mari d'un signe. Il haussa les épaules comme pour dire « Que voulez-vous, ce n'est pas ma faute ». Madame Loiseau eut un rire muet de triomphe et murmura « Hein, elle pleure sa honte ». Les 2 bonnes sœurs s'étaient remises à prier, après avoir roulé dans un papier le reste de leur saucisson. Alors Cornudet, qui digérait ses œufs, étendit ses longues jambes sous la banquette d'en face, se renversa, croisa ses bras, sourit comme un homme qui vient de trouver une bonne farce et se mit à siffloter la Marseillaise. Toutes les figures se rembrunirent. Le chant populaire, assurément, ne plaisait point à ses voisins. Ils devinrent nerveux, agacés, et avaient l'air prêts à hurler comme des chiens qui entendent un orgue de barbarie. Il s'en aperçut, ne s'arrêta plus. Parfois même il fredonnait les paroles. Amour sacré de la patrie, conduit, soutient nos bras vengeurs, liberté, liberté chérie, combat avec tes défenseurs. On fuyait plus vite, la neige étant plus dure, et jusqu'à Dieppe, pendant les longues heures mornes du voyage, à travers les chaos du chemin, par la nuit tombante, puis dans l'obscurité profonde de la voiture, il continua, avec une obstination féroce, son sifflement vengeur et monotone, contraignant les esprits las et exaspérés à suivre le chant d'un bout à l'autre, à se rappeler chaque parole qu'ils appliquaient sur chaque mesure. Et Boule de Suif pleurait toujours. Et parfois un sanglot, qu'elle n'avait pu retenir, passait entre 2 couplets dans les ténèbres. Voilà pour cette Boule de Suif. Je voudrais vous donner quelques détails autour de la publication de cette nouvelle. Nous sommes en 1879, Maupassant a peu publié jusque-là. Émile Zola réunit dans sa maison de la région parisienne, à Médan, il réunit quelques amis et confrères. 6 d'entre eux vont se donner pour projet commun d'écrire sur la guerre de 1870. Maupassant est l'un d'entre eux. Il est alors un petit fonctionnaire du ministère de l'Instruction publique. Vous imaginez bien qu'il n'a pas le droit d'écrire pendant ses heures de bureau. Dans le manuscrit de Boule de Suif que l'on retrouvera ensuite, on découvrira que ce manuscrit a très peu de ratures. Alors l'hypothèse que certains spécialistes font, c'est que Maupassant écrivait peut-être dans sa tête, pendant sa journée, sa nouvelle, et qu'il en couchait ensuite les mots sur le papier de mémoire, rentré chez lui.
Je vous cite cette petite anecdote parce que je trouve tout de même que c'est assez impressionnant que Maupassant ait pu ainsi construire une nouvelle aussi parfaite avec ce procédé. Le recueil de nouvelles qui comportera Boule de Suif, ainsi que 5 autres nouvelles, dont une nouvelle d'Émile Zola, sera publié en 1880 sous le titre Les soirées de Médan. Boule de Suif sera la nouvelle qui aura le plus de succès. Elle va permettre à Maupassant une entrée assez fracassante dans le monde littéraire. Écrire sur la guerre de 1870, c'est donc la consigne que ses 6 camarades se sont donnée. Cette guerre, ils l'ont tous connue à des degrés divers. Maupassant au premier rang, puisqu'il était mobilisé à ce moment-là et qu'il a assisté en direct à la déroute de l'armée française. Qu'est-ce que c'est écrire sur la guerre? Un champ de bataille où 2 armées s'entrechoquent, des assauts grandioses, des généraux héroïques. Le champ de bataille traditionnel est évacué assez vite, vous l'avez entendu, ce n'est qu'un chemin de déroute. Et le seul général présent, il est désespéré et s'en va entre 2 officiers d'ordonnance, comme l'écrit Maupassant. Tout cela est donc évacué par Maupassant très rapidement en 4 ou 5 paragraphes. Alors, est-ce que Maupassant nous parle de la guerre de 1870 ? En travaillant sur la préparation de cette vidéo, je me suis mis dans la peau d'un élève à qui on donnerait ce sujet. Et je me suis demandé, est-ce que Maupassant n'est pas hors sujet? Mais comme souvent avec lui, il nous emmène sur un terrain inattendu. On est loin des dizaines et des dizaines de pages que Victor Hugo consacre à Waterloo dans Les Misérables. Ici, il nous montre une guerre que je qualifierais de plus domestique, voire même de plus intime. Sont présents pourtant les passages qui sont peut-être obligés quand on parle d'une guerre. Il y a les alliances de circonstances, les assauts, les fuites, les retraites, les réunions d'état-major, la hiérarchie, etc. Pas de fusil dans cette nouvelle, pas de canon. Et pourtant, il me semble que Boule de Suif est le théâtre d'une guerre impitoyable. La seule guerre que cette petite société que réunit Maupassant dans cette nouvelle, la seule guerre qu'ils sont capables de mener. Une guerre contre une femme seule. Je vous rappelle qu'une dizaine d'années séparent la composition de cette nouvelle et la guerre elle-même. Maupassant écrit donc avec ses propres souvenirs, mais aussi avec les 10 années écoulées, avec le recul, l'analyse qu'il peut en faire, et puis aussi probablement les débats et les opinions, les échanges, les conversations qui auront imbibé cette période. Je veux dire que Maupassant est plein de tout cela. Il y a bien réfléchi. Alors selon moi, Maupassant n'est absolument pas hors sujet. Il compose au contraire une magnifique parabole autour de cette guerre de 1870. Parabole qu'il choisit à dessein de placer dans une diligence ou dans une petite auberge de campagne, et qui raconte profondément la guerre de 1870 par une défaite et une humiliation, et par une trahison. La défaite et l'humiliation de la France est ici symbolisée par Élisabeth Rousset. La trahison, c'est celle des puissants, alors à la tête du pays en 1870, représentée par cette petite société prête à tout pour protéger ses intérêts et sauver sa peau, quitte à sacrifier l'une d'entre eux. Dans mes recherches pour cette vidéo, je suis tombé sur un certain nombre de caricatures de la période. Caricatures dans les 2 camps. Du côté français, le Prussien est représenté parfois comme un cochon. Je vous renvoie au passage de la nouvelle où des traces de cette caricature subsistent. Je pense à la voix du Prussien qui est gutturale, à la description par l'aubergiste où le Prussien n'est qu'un mangeur de patates et de cochons. Mais les caricatures existent évidemment du côté prussien, où la France est souvent représentée comme un pays décadent, mais où Paris est parfois symbolisé au premier plan par une prostituée. Voilà pourquoi je parle de parabole et que je fais ce rapprochement peut-être audacieux, mais il me semble que ce n'est pas un hasard si la victime de cette nouvelle est une prostituée. Pour moi, Boule de Suif est une nouvelle profondément politique. Vous avez remarqué, les différents partis sont nommés. Bonapartistes, orléanistes, républicains, l'Église même est présente. Et vous avez probablement remarqué aussi que Maupassant n'en sauve aucun. Même Cornudet, le républicain, qui se lève et leur crie que c'est une infamie ce qu'ils font,
Peut-être peut-on considérer que c'est le seul petit acte de courage dont il fait preuve dans cette nouvelle, mais ce petit acte a lieu après le sacrifice d'Élisabeth Rousset, et il est en fait à l'image de toute sa conduite pendant cette nouvelle, c'est-à-dire que dès qu'il y a un danger, il s'enfuit, malgré toutes ces belles paroles, et que le seul endroit où il va montrer un tout petit peu de cohérence, c'est dans une auberge, un verre de bière à la main. Il semblerait que, pour écrire Cornudet, Maupassant se soit inspiré d'un personnage de sa famille qu'il affectionnait beaucoup. Et vous voyez qu'il ne le sauve pas pour autant. Mais si Maupassant s'était contenté d'une dénonciation des partis de 1870, il aurait figé sa nouvelle dans cette période. Mais là où il est grand, là où je crois qu'il nous parle encore aujourd'hui, c'est dans le regard qu'il pose sur cette société de 1870, c'est-à-dire une société profondément enfermée dans une représentation du monde, qui repose sur une hiérarchie fixée une fois pour toutes, où l'égalité évidemment n'existe pas, même chez les républicains. Vous l'avez entendu, ici, le noble, le grand bourgeois et le riche commerçant, ils ne sont pas égaux, à aucun moment. Ils sont seulement frères d'argent. Ce sont les mots qu'emploie Maupassant. Je les trouve glaçants. C'est-à-dire qu'ils fondent ce que j'appelais tout à l'heure une alliance de circonstances, uniquement pour protéger leurs intérêts. Et leur conception du monde, fondée sur une hiérarchie, sur la certitude que des êtres humains valent moins que d'autres, les autorise au pire, avec cette phrase que prononce la femme du commerçant, me semble-t-il, puisque c'est son métier à cette fille. Et cette pensée, cette conviction, ça leur permet d'utiliser un être humain comme on utiliserait un objet, comme on utiliserait un outil pour débloquer une porte, là en l'occurrence pour débloquer une situation. Et puisque c'est son métier à cette fille, ça leur permet aussi de s'en tirer sans état d'âme, sans aucun remords. Je voudrais revenir au personnage qui donne le titre à cette nouvelle, à Boule de Suif. Et je voudrais vous relire 2 passages où Maupassant la décrit. Petite, ronde de partout, grâce à l'art, avec des doigts bouffis, étranglés aux phalanges, pareils à des chapelets de courtes saucisses, avec une peau luisante et tendue, une gorge énorme qui saillait sous sa robe. Elle restait cependant appétissante et courue, tant sa fraîcheur faisait plaisir à voir. Sa figure était une pomme rouge, un bouton de pivoine prêt à fleurir. Et là-dedans s'ouvraient, en haut, 2 yeux noirs magnifiques, ombragés de grands cils épais qui mettaient une ombre dedans. En bas, une bouche charmante, étroite, humide pour le baiser, meublée de quenottes luisantes et microscopiques. Vous entendez dans cette description qu'en fait Maupassant l'abondance du vocabulaire et la multiplicité des mots que Maupassant utilise. Parfois certains qui flirtent vraiment avec la grossièreté, notamment quand il compare les doigts à des saucisses. On y voit le désir cru, j'ai envie de dire, d'un homme pour un objet, mais là où il est fort, évidemment, c'est qu'il va colorer cette description d'une grande délicatesse, notamment dans cette phrase « et là-dedans », donc toute cette boule de suif, s'ouvraient en haut 2 yeux noirs magnifiques, ombragés de grands cils épais qui mettaient une ombre dedans. Et je trouve que cette délicatesse et ce regard porté sur une femme, on le retrouve d'une façon absolument bouleversante dans le 2e passage que je souhaite vous lire. Nous sommes à la fin de cette nouvelle, tout le monde remonte en voiture, ils ont tous apporté de quoi manger, mais pas elle, cette fois-ci elle a oublié.
Personne ne la regardait, ne songeait à elle. Elle se sentait noyée dans le mépris de ces gredins honnêtes qu'il avait sacrifiés d'abord, rejetés ensuite, comme une chose malpropre et inutile. Alors elle songea à son grand panier tout plein de bonnes choses qu'ils avaient goulûment dévorées, à ses 2 poulets luisants de gelée, à ses pâtés, à ses poires, à ses 4 bouteilles de Bordeaux, et sa fureur tombant soudain comme une corde trop tendue qui casse, elle se sentit prête à pleurer. Elle fit des efforts terribles, se raidit, avala ses sanglots comme les enfants, mais les pleurs montaient, luisaient au bord de ses paupières, et bientôt 2 grosses larmes, se détachant des yeux, roulèrent lentement sur ses joues. D'autres les suivirent, plus rapides, coulant comme les gouttes d'eau qui filtrent d'une roche, et tombant régulièrement sur la courbe rebondie de sa poitrine. Elle restait droite, le regard fixe, la face rigide et pâle, espérant qu'on ne la verrait pas. Ces lignes sont à pleurer pour moi. Ici, vous avez entendu, plus aucune grossièreté. Seuls subsistent quelques détails très réalistes, assez crus. Je pense notamment au poulet luisant de gelée. J'y vois comme un gant que Maupassant aurait retourné et qu'il adresse en gifle à cette société-là qui a sacrifié cette femme. Ici, Élisabeth Rousset n'est plus une prostituée, dont le corps est objet de désir. C'est une femme dont le corps est décrit avec beaucoup de tendresse. Il parle des pleurs qui sont au bord de ses paupières, les larmes qui roulent lentement sur ses joues. Et voilà une femme dont la poitrine n'est plus un objet de désir, mais le seul endroit où elle peut recueillir ses larmes. Tout à l'heure, dans l'introduction, je vous ai dit que j'avais hésité à enregistrer la nouvelle pour différentes raisons. Et puis aussi que parfois j'oubliais peut-être à quel point j'aimais cet auteur. Et en fait, ça vient peut-être de moi et de mon besoin dans les maisons de retraite ou dans les hôpitaux, parfois de lire des choses un petit peu plus légères. Pour essayer de faire sourire, voire rire ces personnes qui en ont gros sur le cœur. En tout cas, c'est comme ça que je le ressens quand j'entre dans la chambre ou dans le lieu où je vais les rencontrer. Et dans ce cas-là, j'ai mon petit mot passant. J'ai mon petit mot passant dans mon sac et voilà, et je prends une nouvelle plus courte et beaucoup plus drôle. Et donc je me demande si je ne suis pas victime de moi-même et que je ne considère pas parfois l'écriture de Maupassant comme un peu superficielle. Mais si j'ai voulu vous enregistrer cette nouvelle, c'est pour vous faire entendre et me faire entendre à moi, me faire réentendre à quel point c'est un homme profond. Pour finir, je vous raconte pourquoi je me suis décidé à enregistrer cette nouvelle. Il y a quelques semaines, je suis dans une maison de retraite et je lis Boule de Suif. Et je constate à la fin de l'histoire qu'elles ont pour la plupart les yeux très brillants, voire que certaines versent elles aussi leurs larmes, comme Élisabeth Rousset. Et elles se mettent à me raconter des souvenirs de ce qui leur arrive en 1940 et d'une langue qu'elles entendent soudain crier dans les rues, d'une langue qu'elles ne connaissent pas. Et elles me parlent aussi du souvenir des bottes. Et certaines aussi évoquent l'entrée de soldats allemands dans leur ferme. Alors vous voyez évidemment tout de suite la corrélation avec ce moment du début de la nouvelle où les Prussiens ont envahi la ville de Rouen. Alors vous pourriez me dire, mais dans toutes les guerres, il se passe des épisodes semblables et Maupassant n'a rien inventé. Vous pourriez me dire cela et je l'entendrais tout à fait. Mais ces femmes à qui je lisais cette nouvelle ce jour-là, je les connais depuis plusieurs années et je les vois
changé. Et j'essayais de m'imaginer leur visage en 1940. Et je les imaginais peut-être immobiles derrière leurs volets fermés, avec leurs maisons ou leurs fermes qui sont soudain devenues mortes. Je reprends les mots de Maupassant. Et un peu plus loin, la phrase que Maupassant écrit, « Les habitants dans leurs chambres assombries avaient l'affolement que donnent les cataclysmes. » Et après Maupassant, ces femmes, en me racontant ces souvenirs, c'est comme si elles me rapprochaient un peu plus de ce qui leur était arrivé et de ce qui se passe quand on est dans un pays en guerre ou dans une invasion, dans une situation proche de celle-là, et que soudain, le lieu familier, la maison, la chambre, prend une autre couleur, une autre odeur parfois. Et tout cela me fait sentir encore un peu plus à quel point Maupassant, dans l'économie de son écriture et dans les adjectifs qu'il utilise, nous permet de nous rapprocher un peu plus d'une grande vérité. Et pendant que ces femmes me parlaient et me racontaient leur vie de petite fille qui soudain basculait à ce moment-là, pendant qu'elles me racontaient ça, elles ont fait ressurgir en moi une image que je découvre à la fin de mon enfance ou au début de l'adolescence, je ne me souviens plus exactement le moment, et je ne sais plus si c'est grâce à l'école ou à la télévision, mais image où l'on voit une femme qui est rasée et qui est entourée par une petite foule avec des bouches déformées, peut-être par la haine ou par la moquerie, je n'arrive pas bien à l'identifier, je ne comprends pas très bien ce qui se passe en voyant cette image-là, à ce moment-là. Et puis on m'explique, on me raconte, et depuis, le dégoût et l'émotion n'a fait que s'amplifier, ne me quitte plus. Et voilà une des raisons pour lesquelles Maupassant me bouleverse. C'est un homme qui ne reste pas coincé dans sa classe sociale, dans son statut d'écrivain. Les 10 années d'écriture qui vont suivre Boule de Suif en témoignent. Je vous ai enregistré ici La Rempailleuse, qui est une nouvelle que j'aime infiniment. Tout montre sa capacité à regarder les autres, avec une grande cruauté parfois, mais aussi avec une infinie tendresse et une grande compassion. Et j'aime cet homme parce qu'il s'intéresse souvent à ceux qu'on ne regarde pas, qu'on ne considère pas, qu'on ne respecte pas. Et aux personnes qui ont des préjugés sur Maupassant, ou qui ont du mal à le lire, je pense aux collégiens ou aux lycéens qui ont souvent cette obligation-là et qui me disent oh, ça nous saoule, j'aime pas, ou je comprends rien. Voilà. J'aimerais leur faire sentir ça. Alors comment donner envie à des gens qui n'en ont pas envie de lire Maupassant ou d'autres? Je n'ai pas la réponse. J'essaye très modestement et maladroitement ici de tenter d'en trouver une. Je ne suis absolument pas sûr de bien faire, de bien agir, d'être au bon endroit. J'essaye. Je vous remercie d'être resté jusque-là. Merci de votre écoute. Malgré mon rythme de publication qui, j'en ai bien conscience, n'est pas très régulier, je m'en excuse. Mais sachez que je ne vous oublie pas et je vous donne rendez-vous au prochain numéro. Salut.